Il y a environ 90 millions d'années, l'Antarctique abritait une vaste forêt tropicale remplie d'une flore et d'une faune exotique. Cependant, tout a changé lorsque la période glaciaire est arrivée et celle-ci s'est transformée en la toundra que nous connaissons aujourd'hui. Avec une superficie de 13,7 millions de kilomètres carrés, dont la majeure partie est entièrement recouverte de glace et de neige toute l'année, de nombreux secrets se cachent sous la surface. La fonte des glaces en Antarctique a révélé des caractéristiques étonnantes, telles que des micro-organismes particuliers et des glaciers qui émettent des sons. Ces découvertes nous montrent la surprenante diversité et le mystère de cette région, mais elles nous rappellent également l'importance de protéger et de préserver cet écosystème fragile. Un monde caché à 1600 pieds sous la glace en Antarctique a été découvert. Les chercheurs ont découvert un écosystème souterrain avec de petits organismes ressemblant à des crevettes sous la plateforme de glace de Larsen. À l'aide d'un tuyau d'eau chaude, ils ont creusé jusqu'à atteindre une chambre cachée sous terre. Des amphipodes ont été trouvés nageant autour de la chambre, ce qui a surpris l'équipe de recherche. Cela indique l'existence d'un processus écosystémique en cours à l'extrême profondeur. On a également découvert que la caverne souterraine ne ressemblait pas à ce qui avait été prévu, avec un plafond irrégulier et une colonne d'eau divisée en plusieurs couches. L'éruption du volcan Inga Ap, très éloigné, a généré des ondes de pression qui ont affecté la chambre souterraine. Cette découverte démontre l'interconnexion des différents éléments de notre planète. Connu sous le nom d'ALH 84001, il s'agit d'un fragment d'une météorite provenant de Mars qui a été découvert dans la région antarctique d'Allan Hills. Elle a été découverte le 27 décembre 1984 par une équipe de chasseurs de météorites américains du projet ANSME. Cette météorite, pesant 1,93 kg, appartient au groupe Shergotite-Naklite-Chassinite et se serait formé il y a environ 4,09 milliards d'années à partir de roches en fusion martienne. Son origine martienne a été confirmée par des analyses chimiques, qui ont révélé la présence d'eau liquide à la surface de Mars à cette époque. La découverte d'ALH 84001 en Antarctique est due aux conditions du terrain qui facilitent la détection d'objets n'appartenant pas à l'environnement. Le projet ANSME réalise des expéditions annuelles en Antarctique, où ils ont découvert des roches impressionnantes. C'est Roberta Escor, responsable du laboratoire de météorites de l'Antarctique, qui l'a découverte dans la banquise isolée d'Allan Hills, à l'ouest. En 2005, des recherches ont été menées pour étudier l'origine de ALH 84001. Selon les analyses, la météorite semble s'être détachée d'Eos Chasma dans le canyon de Val Marinery, en raison d'un impact météoritique il y a environ 17 millions d'années. Des études de datation radiométrique indiquent que ALH 84001 est arrivé sur Terre il y a environ 13 000 ans. Cette météorite a suscité un grand intérêt en raison des signes possibles de vie biologique qui y ont été suggérés. En 1996, un groupe d'experts a affirmé avoir trouvé des traces de micro-organismes martiens dans la météorite, déclenchant un débat intense. Bien que cette théorie ait été rapidement rejetée par la majorité de la communauté scientifique, elle a créé un précédent pour les avancées futures dans le domaine de l'astrobiologie. Bien que l'existence de vie martienne dans cette météorite n'ait pas été confirmée, son étude a été fondamentale pour explorer la possibilité de micro-organismes extraterrestres sur d'autres corps célestes. Cela rappelle que même si ALH 84001 ne contenait pas de bactéries fossilisées, il ne faut pas exclure la possibilité d'une vie extraterrestre cachée au cœur d'autres météorites. Une cascade rouge appelée Blood Falls a été découverte en Antarctique. Le géologue Griffith Taylor l'a découvert en 1911 et on pensait que sa couleur était due aux algues rouges. Cependant, on a récemment découvert que l'eau provenait d'un lac sous-glaciaire riche en fer et en sel. L'eau est expulsée sous pression et s'oxyde au contact de l'oxygène, ce qui lui donne sa couleur rouge. Cette cascade offre aux scientifiques la possibilité d'étudier la vie microbienne sans avoir à percer la glace. Le lac a fermé il y a des millions d'années et sert de capsule temporelle, abritant des espèces microbiennes uniques qui ont évolué dans des conditions extrêmes. On pense que d'autres lacs similaires existent sous la surface gelée de l'Antarctique. Des géologues de renom croient depuis longtemps que les anciens humains ne se sont jamais installés en Antarctique en raison de son climat hostile.
Cependant, étonnamment, en 2016, des images satellites ont révélé une curieuse formation émergeant de la glace. Et certains chercheurs pensent qu'il pourrait s'agir d'une pyramide artificielle. Récemment, il y a eu un certain nombre de rapports faisant état d'immenses pyramides de l'Antarctique s'élevant au-dessus de la glace et semblant parfaites, tout comme celle d'Égypte, mais les dépassant en taille. L'un d'eux a des bases parfaitement carrées qui s'étendent sur 2 km² dans chaque direction. Il est donc possible que nos ancêtres aient réellement atteint le continent antarctique, voire qu'ils s'y soient installés. Une pyramide artificielle sous la glace de l'Antarctique. Si une idée aussi incroyable est vraie, alors nous nous posons naturellement quelques questions. Comment une structure aussi massive a-t-elle été construite en Antarctique? Quand a-t-il été réalisé et par qui? Des géologues nous ont informé que l'Antarctique était sous la glace depuis plusieurs millions d'années. Cependant, il existe des preuves qu'elle aurait pu être libre de glace, au moins dans certaines zones, jusqu'à peut-être 4000 avant JC. Il existe de nombreuses histoires de Polynésie sur les soi-disant héros de la culture venus sur le continent antarctique. Un érudit français nommé Argot a compilé toutes ces différentes histoires dans un livre intitulé « Hors de l'Antarctique, les histoires du peuple polynésien ». Ils décrivent cette terre étrange avec des roches blanches émergeant de l'eau, qui sont en réalité des icebergs, et d'autres créatures comme des phoques et des pingouins, qui semblent décrire une zone que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'Antarctique. Les Polynésiens croyaient que c'était le lieu de leurs ancêtres et disaient, c'est de là que nous sommes originaires. Est-il vraiment possible que l'endroit le plus froid de la Terre ait autrefois été suffisamment chaud pour être habité par l'homme? Eh bien, en 2017, des géologues allemands ont collecté des carottes dans les profondeurs des fonds marins gelés de l'Antarctique pour analyser à quoi aurait pu ressembler le climat du continent il y a des milliers d'années. Ce qu'ils ont découvert était incroyable. Lors de cette expédition début 2017, nous avons utilisé un équipement de forage des fonds marins très spécial, jamais utilisé auparavant en Antarctique. Lorsque nous avons utilisé cet équipement de forage spécial, nous sommes tombés sur les sédiments et avons immédiatement observé plus de 60 variétés différentes de plantes qui ressemblent à celles que l'on trouverait dans une forêt tropicale, humide dans un régime de température similaire à celui que nous connaissons aujourd'hui dans le nord de l'Italie. Découvrir cela sur le continent antarctique était très excitant car les conditions climatiques actuelles ne permettent à aucune végétation de survivre dans ces conditions. Environ 10% de la masse terrestre de la planète est recouverte de glace glaciaire. Et à mesure que le monde dégèle, d'anciennes créatures, grandes et petites, sont également découvertes. Dans le sud du Chili, des dizaines de squelettes d'ichthyosaures presque complets ont été abandonnés près du glacier Tyndall. Ces reptiles marins vivaient entre les périodes du Trias et du Crétacé, qui s'étendaient il y a entre 66 et 250 millions d'années. Des fossiles d'insectes vieux de 3 millions d'années ont été découverts dans l'est de l'Alaska. Il s'agit de charançons aveugles du genre Tibazo. Et dans l'ouest du territoire du Yukon, l'espèce Nociophilus ainus, mieux connue sous le nom de coléoptère à grands yeux. Les découvertes archéologiques les plus frappantes en Yakoutie, une république du nord-ouest de la Sibérie, ont été les cadavres de mammouths laineux, de rhinocéros laineux, de bisons des steppes et de lions des cavernes, de grands félins qui parcouraient autrefois l'hémisphère nord. Ces bêtes disparues étaient suspendues dans leurs tombeaux réfrigérés depuis 9 millénaires ou plus, comme des raisins en gelée. En 2018, un poulain de 42 000 ans parfaitement intact, une espèce disparue depuis longtemps connue sous le nom de cheval Léna, a été retrouvé enterré dans la glace du cratère Bataga en Sibérie, avec de l'urine dans la vessie et du sang liquide dans les veines. Sur la glace mince, parmi les archéologues glaciaires, c'est une plaisanterie de dire que leur domaine d'étude a été l'un des rares à bénéficier du changement climatique. Mais si le recul des glaces et des neiges rend certains trésors préhistoriques temporairement accessibles, l'exposition aux éléments menace de les détruire rapidement. Une fois que des matériaux organiques mous, tels que des pointes de flèches en cuir et en textile, remontent à la surface, les chercheurs disposent d'un délai maximum d'1 an pour les récupérer à des fins de conservation avant qu'ils ne se dégradent et ne soient perdus à jamais. Ces chiots ont théoriquement 12 000 ans.
Les chiots congelés pourraient aider les scientifiques à découvrir quand et où exactement les chiens se sont divisés en une sous-espèce distincte de loups et sont devenus les premiers animaux domestiques de l'histoire de l'humanité. L'étude des résultats a montré que les oursons sont morts à l'âge d'environ 3 mois et sont probablement morts dans une avalanche. Les scientifiques vont utiliser les restes d'animaux découverts pour étudier la chronologie de la domestication de cette espèce, car jusqu'à présent, dans la communauté scientifique, il n'y a toujours pas de consensus sur l'heure et le lieu où les chiens ont été domestiqués pour la première fois par les humains. En 2014, dans les glaces éternelles de Sibérie, des chercheurs ont découvert un virus appelé phytovirus qui était resté intact dans le froid pendant près de 30 000 ans et s'est révélé être un véritable gigantesque agent infectieux non cellulaire. Cette découverte est reconnue comme unique car le phytovirus est le plus grand représentant des virus connus de la science moderne. De plus, les virus trouvés dans l'Arctique sont génétiquement beaucoup plus complexes que les virus conventionnels. Le phytovirus contient 500 gènes. D'ailleurs, découvert en 2013, le pandoravirus, désormais reconnu comme le deuxième plus grand virus de la planète, possède jusqu'à 2500 gènes. De nombreux scientifiques estiment qu'il est aujourd'hui extrêmement difficile d'être infecté par ce virus préhistorique. Bien que dans des conditions optimales, ce danger reste possible, par exemple si le corps d'une personne décédée de cette infection est retrouvé. Un tel scénario est hautement improbable, mais l'idée même que des micro-organismes inconnus et potentiellement dangereux se cachent dans la glace éternelle en attendant le jour de leur découverte inquiète sérieusement certains experts. En 2015, à 29 km au sud du cercle polaire arctique, des scientifiques ont découvert les traces d'une mystérieuse civilisation médiévale. Bien que la découverte ait été faite dans la région sibérienne, les archéologues ont établi que cette ville était liée à la Perse. Les restes étaient enveloppés dans des peaux, vraisemblablement des peaux d'ours ou de carcajou, de l'écorce de bouleau et recouverts d'objets en cuivre. Dans des conditions de pergélisol, les corps dans un tel emballage étaient littéralement momifiés et donc parfaitement conservés à ce jour. Au total, sur le site du site médiéval, les chercheurs ont retrouvé 34 petites tombes et 11 corps. Au départ, on pensait que seuls des hommes et des enfants y étaient enterrés, mais en août 2017, des scientifiques ont découvert que parmi les momies se trouvait également un corps ayant appartenu à une femme. Les scientifiques l'appelaient la princesse polaire. Les chercheurs pensent que cette fille appartenait à la classe supérieure, puisqu'elle est jusqu'à présent la seule représentante du sexe féminin découverte lors de ces fouilles. Les travaux sur les artefacts sont toujours en cours, nous pourrions donc encore avoir de nombreuses découvertes surprenantes devant nous. Ce sont les mystères sous la glace. Il est de notoriété publique que l'homme moderne appartient à l'espèce Homo sapiens. Cependant, ce que l'on ne sait pas, c'est comment l'Homo sapiens est apparu. Le long chemin évolutif qui a conduit à l'homme moderne a commencé par un seul pas, ou plus précisément par la capacité de marcher sur 2 jambes. Sahelanthropus, l'un de nos plus anciens ancêtres connus, a amorcé la longue transition depuis une mobilité semblable à celle d'un singe il y a environ 6 millions d'années. Mais Homo sapiens n'apparaîtra que dans 5 millions d'années. Durant cette période, diverses espèces humaines ont vécu, évolué et ont disparu, se mélangeant et parfois s'accouplant en cours de route. Leurs corps ont évolué au fil du temps, tout comme leur cerveau et leur capacité de réflexion, comme en témoignent leurs outils et technologies. Les scientifiques mettent au jour d'anciens os et outils en pierre, étudient nos gènes et recréent les environnements changeants qui ont contribué à façonner le monde de nos ancêtres et à guider leur évolution. Pour mieux comprendre comment Homo sapiens a évolué à partir de ces anciennes lignées d'hominidés, qui incluent les humains modernes et nos plus proches parents et ancêtres disparus, ces éléments de preuve pointent vers l'origine de Homo sapiens en Afrique, mais pas nécessairement à un moment donné et dans un lieu précis. Au lieu de cela, il semble que des groupes distincts d'ancêtres humains ont évolué physiquement et culturellement dans un isolement relatif jusqu'à ce que les changements climatiques sur le terrain africain les amènent à se mélanger et à commercer occasionnellement, échangeant tout, des gènes aux méthodes d'outils. Les études génétiques chez l'homme moderne nous aident à comprendre nos migrations et notre évolution. Les Néandertaliens, nos plus anciens parents proches,
vivaient il y a environ 430 000 ans et partagent un ancêtre commun avec nous. Il existe également des traces d'une autre espèce appelée Denisoviens dans notre ADN, bien que peu de fossiles aient été trouvés. Homo heidelbergensis, qui vivait il y a entre 200 000 et 700 000 ans, pourrait en être un ancêtre commun. Les fossiles présentent un mélange de caractéristiques modernes et primitives, indiquant différents groupes anatomiques à différents lieux et époques de l'histoire. Les fossiles trouvés dans divers endroits d'Afrique montrent des combinaisons de traits modernes et archaïques chez l'homme. Cela suggère que les gens étaient dispersés à travers le continent dès les premiers temps. Certains fossiles sont classés comme Homo sapiens en raison de leur similitude avec les humains modernes. Mais il y a des débats quant à savoir s'il s'agit d'une sous-espèce distincte. Classer les fossiles et déterminer quand les humains pleinement modernes sont apparus reste un sujet de débat. Des changements culturels se sont produits en Afrique il y a environ 300 000 ans, avec la transition vers des outils plus avancés. Bien qu'il existe des fossiles similaires à ceux de l'homme moderne, il existe également des cas de fossiles présentant des caractéristiques archaïques mais d'antiquité relativement récente, comme le crâne de la grotte d'Iwo et les rues au Nigeria, vieux de 13 000 ans. Nos ancêtres ont évolué au fil du temps, développant des outils et des technologies plus avancées. Il y a des millions d'années, ils ont commencé à utiliser des outils en pierre, puis ont adopté la culture acheuléenne il y a environ 1,75 million d'années. Au fil du temps, les outils et techniques de chasse se sont améliorés, comme l'utilisation de lances il y a environ 400 000 ans. Des preuves de différents types d'outils ont également été trouvées à divers endroits, indiquant la diversité des groupes humains en évolution. Des outils anciens ont été découverts en Inde, ce qui suggère la possibilité que les premiers humains aient émigré d'Afrique plus tôt qu'on ne le pensait auparavant. De plus, des restes fossiles ont été découverts sur le mont Carmel en Israël, indiquant la présence de l'homme moderne il y a entre 177 000 et 194 000 ans le long de la Méditerranée. Des restes humains ont également été découverts à Kafsa, en Israël, datant d'il y a entre 100 000 et 130 000 ans, démontrant une longue présence dans la région. Ces découvertes témoignent de l'évolution et de la dispersion de nos ancêtres à travers l'histoire. Des grottes calcaires datant d'il y a 80 000 à 120 000 ans ont été découvertes dans le sud de la Chine. Un fossile de mâchoire vieux de 100 000 ans dans la grotte de Jirendong présente des caractéristiques archaïques mais ressemble également à Homo sapiens. Des dents à peine reconnaissables comme celles d'Homo sapiens ont été trouvées dans la grotte de Daoshang, ce qui suggère qu'il vivait déjà en dehors de l'Afrique. On suppose que les migrations auraient pu avoir lieu encore plus tôt, atteignant même l'Europe il y a environ 210 000 ans. Une autre découverte controversée est le fragment de crâne d'Épidémis en Grèce, avec un âge possible de plus de 200 000 ans. Mais il y a des débats sur sa classification et l'exactitude de la datation en raison de la difficulté de préserver les fossiles. De nombreuses tribus vivaient hors d'Afrique, mais elles ne sont pas liées à notre évolution. Les analyses génétiques révèlent que les peuples non africains font remonter la majeure partie de leur lignée à une migration historique il y a 50 000 à 60 000 ans, rendue possible par les changements marins et des conditions climatiques favorables. Les migrants africains ont peut-être interagi avec des hominidés plus archaïques, mais leur lignée semble avoir disparu ou avoir été remplacée par des migrations ultérieures. Tout au long de l'histoire, Homo sapiens n'était pas la seule espèce humaine. Nous coexistons et nous croisons avec d'autres hominidés, certains encore non identifiés. Cependant, ces espèces ont disparu, laissant Homo sapiens comme seul représentant de l'humanité. Un exemple est Homo floresiensis, connu sous le nom de Hobi, une petite espèce humaine trouvée à Flore, en Indonésie, jusqu'il y a environ 50 000 ans. Bien que nous ne connaissions pas leur sort, ils n'ont aucun lien avec les humains modernes. Les Néandertaliens, quant à eux, ont été trouvés en Eurasie, du Portugal et des îles britanniques à la Sibérie. Alors que l'Homo sapiens est devenu plus répandu dans ces régions, l'homme de Néandertal a disparu il y a environ 40 000 ans. Bien que certaines preuves suggèrent que certains ont survécu dans des endroits comme Gibraltar jusqu'il y a 29 000 ans, des traces d'entre eux peuvent encore être trouvées aujourd'hui dans l'ADN des humains modernes. Les Denisoviens, mystérieux cousins des Néandertaliens, ont laissé peu de fossiles identifiables et leur apparence et leur nombre d'espèces sont encore incertains.
Des études récentes sur le génome humain en Papouasie-Nouvelle-Guinée indiquent que les humains se sont croisés avec les Denisoviens il y a environ 15 000 ans, bien que cela soit débattu. De nombreux Asiatiques ont aujourd'hui entre 3 et 5% d'ADN dénisovien, révélant un passé commun. Le crâne de Dragon Man, découvert en Chine dans les années 1930, a suscité un débat et pourrait changer notre histoire ancestrale. Le crâne, censé appartenir à une nouvelle espèce humaine appelée Homo longi ou l'homme dragon, présente des caractéristiques inhabituelles et une taille extraordinaire. Âgé d'au moins 146 000 ans, le crâne combine des traits anciens et modernes dans l'arbre généalogique humain. Cette découverte pourrait avoir un impact significatif sur notre compréhension de l'évolution humaine. Le crâne de Harbin, connu sous le nom de Dragon Man, est apparenté à d'autres fossiles humains en Asie. Son identification et sa classification suscitent la controverse. Il pourrait être lié aux Denisoviens, un groupe frère des Néandertaliens, mais il existe peu de restes fossiles d'eux. Ce crâne met en évidence la complexité de notre arbre généalogique et l'importance de comprendre nos mystérieux ancêtres. Le crâne de Harbin est bien conservé et présente une combinaison inhabituelle de caractéristiques. Il a une forme basse et large avec un front haut, caractéristique des anciens hominidés. La dent conservée dans le crâne a 3 racines, ce qui est inhabituel chez l'homme moderne. Cependant, d'autres caractéristiques ressemblent davantage à notre propre espèce, comme les pommettes délicates et plates. Les chercheurs ont analysé de nombreux fossiles de crâne, de mâchoires et de dents d'hominidés, à l'aide d'un superordinateur pour construire des arbres phylogénétiques et déterminer les liens évolutifs. Le crâne de Harbin a été placé dans une nouvelle branche étroitement liée à notre espèce. Certains suggèrent de classer le crâne de Harbin comme une espèce distincte, Homo longi. Mais il existe un désaccord sur sa classification et sa position dans l'arbre généalogique humain. Certains soutiennent que les caractéristiques distinctives pourraient être des variations au sein d'une même espèce. L'homme dragon, représenté par le crâne de Harbin, n'est pas considéré comme une espèce distincte définitive. Des similitudes ont été trouvées avec le crâne de Dali et des Denisoviens, un groupe énigmatique qui vivait en Asie. Une mâchoire fragmentée a été récemment découverte au Tibet et on pense qu'elle appartient aux Denisoviens, et l'homme dragon est étroitement lié à cette mâchoire. Selon le nouvel arbre phylogénétique proposé, l'ancêtre commun des Néandertaliens et des Denisoviens a divergé des ancêtres de l'Homo sapiens il y a environ 600 000 ans. Les Néandertaliens se sont répandus en Europe et au Moyen-Orient, tandis que les Denisoviens se sont répandus en Asie. Même si les relations entre ces groupes sont étroites, leur résolution est difficile. Les analyses génétiques ne sont pas réalisées sur Dragon Man en raison de la destruction que cela entraînerait sur le fossile. Cependant, les chercheurs restent prudents et ouverts à de nouvelles preuves. En bref, Dragon Man représente un défi pour la classification et la catégorisation des ancêtres humains. Leur découverte met en évidence la complexité de la nature et la difficulté de définir clairement les espèces. Selon les chercheurs, le climat froid et rigoureux d'il y a 146 000 ans à l'emplacement de Dragon Man pourrait avoir contribué aux caractéristiques accidentées du crâne. L'environnement isolé peut également avoir joué un rôle dans les particularités du fossile. Des données complètes et des photos détaillées de Dragon Man sont accessibles au public, permettant à d'autres chercheurs d'explorer davantage cet hominidé. De plus, un crâne ancien a été découvert en Israël et pourrait provenir d'une population distincte d'Homo ayant vécu il y a entre 420 000 et 120 000 ans. Cette population a échangé sa culture et son ADN avec l'Homo sapiens environnant pendant des milliers d'années. L'étude a révélé des caractéristiques distinctes dans l'os pariétal de cette personne, qui diffèrent de l'Homo sapiens ancien et moderne. Ces découvertes soulèvent des questions sur la diversité et l'évolution des premiers humains, et les chercheurs continuent d'analyser et de comparer les fossiles pour en savoir plus. Le crâne de Dragon Man présente des caractéristiques à la fois archaïques et néandertaliennes, le distinguant des autres Homo sapiens. Il est suggéré que d'autres fossiles découverts en Israël pourraient appartenir à ce nouveau groupe humain. La dame de Tabin, un spécimen important, pourrait être apparenté au groupe Homo de Necharanla. Cela pourrait expliquer certaines incohérences dans leur anatomie et suggère un flux génétique précoce entre Homo sapiens et Néandertaliens.
Le métissage entre ces populations était plus courant qu'on ne le pensait auparavant. 6000 outils en pierre ont été découverts sur le site de Necharanla, créés de manière similaire à ceux de l'Homo sapiens contemporain. Cela suggère que l'Homo et l'Homo sapiens de Necharanla ont échangé des idées et des technologies. Des restes d'animaux chassés et consommés sur le site ont également été retrouvés, notamment des tortues, des gazelles, des sangliers et des autruches. En outre, un feu de joie a été découvert, démontrant que l'Homo de Necharanla contrôlait et utilisait le feu de la même manière que l'Homo sapiens et les Néandertaliens. La préservation de ce feu de joie pendant si longtemps est étonnante. Aujourd'hui, c'est le plus ancien feu de joie intact jamais découvert dans la nature. Que pensez-vous de ces espèces nouvellement découvertes? Nous aimerions connaître votre avis dans la section commentaires ci-dessous.